sommes partis. Nous ne sommes pas dans le podcast audio. Je vais me contenter de faire défiler le document ci-dessous. Merci. Donc, si vous êtes là pour en apprendre plus sur la thaumaturgie. Fin du message enregistré.
C'est sur ce point que se termine le visionnage du document. Merci de laisser votre avis en commentaire.
Bienvenue, chers scientifiques. Si vous avez ouvert ce document, c'est que vous voulez tout simplement rejoindre la CDT. Les informations complémentaires sur la CDT sont donc écrites sous vos yeux et je vais de ce pas vous faire le podcast audio de ce document. C'est parti. Je mets de la musique quand même parce que sinon on se fait chier. Hop, 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 hop. La chaîne, playlist. Ouais, ça va être les mêmes musiques. Sinon on se fait chier. Hop, 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 hop. La chaîne, playlist. Ouais, ça va être les mêmes musiques.
Bienvenue, chers scientifiques. Si vous avez ouvert ce document, c'est que vous voulez tout simplement rejoindre la CDT. Les informations complémentaires sur la CDT sont donc écrites sous vos yeux et je vais de ce pas vous faire le podcast audio de ce document. C'est parti. Je mets de la musique quand même parce que sinon on se fait chier. Hop, 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 hop. La chaîne. Playlist. Ouais, ça va être les mêmes musiques à chaque fois, je suis désolé, mais... Les droits d'auteur, tout ça, quoi, hein. Je peux rien, moi. Bref. Tout lire. Je vais baisser le son. Le son est déjà là. Comme ça, on va c'est bien sûr de m'entendre. Et nous sommes partis. Alors, qui peut utiliser la traumatologie? Bien sûr, la traumatologie, ça, c'est moi qui fais cette erreur, la tomatologie. Et qui peut être thaumaturge? Tout le monde peut être traumatologue. D'accord, je sais pas qui m'a troll, mais au bout d'un moment, c'est pas drôle. Bon, tout le monde peut être thaumatologue. Il est cependant très important de noter que même si tout le monde peut l'être, cela ne veut pas autant dire que la personne arrivera à pratiquer la thaumaturgie. Ce qu'il faut principalement retenir, c'est le principe qui en découle. L'observation change le monde. Principalement, ce qu'il y a à savoir, c'est que la condition requise pour devenir thaumaturge est donc d'utiliser la thaumaturgie et tout d'abord d'être un humanoïde de type bleu. Il subsiste cependant 3 manières de devenir de type bleu. La méthode la plus simple, et donc la première, est de se balader près de magie, juste de l'exposition. La seconde façon, réalisée en même temps que la première, est de vous forcer à changer drastiquement qui vous êtes. La troisième et dernière façon de changer c'est de changer de monde, tout simplement. Pour savoir de quel type on est, on utilise le casque colliculus. Donc maintenant, je vais vous présenter ce que c'est les catalyseurs. Donc là, je sais pas pourquoi il est comme ça, je parle bien de catalyseur. C'est pour ça que je l'ai changé. Tu m'ajoutes au dictionnaire, gros. Alors, comment recharger les catalyseurs? Il vous faut d'abord placer sur un support de pierre, support en pierre, simplement. Il y a l'image juste en dessous, mais bon, vous êtes dans le podcast audio, donc vous ne le verrez pas. Mais en gros, vous avez une table en pierre au centre, et il y a 4 cercles autour de cette table. Ces 4 cercles, ce sont des cercles de type... ce sont des cercles de transfert, du coup. Les cercles de transfert permettent de déplacer l'hume d'une classe D, donc c'est-à-dire son énergie vitale, et de pouvoir la déplacer dans autre chose. Et du coup, cette autre chose en question, ça va être le catalyseur que l'on va poser directement sur la table qui est au centre. Donc, je vais maintenant lire ce que j'ai écrit. Il faut les placer sur un support en pierre et dessiner 4 cercles de transfert dans un rayon de 4 mètres autour du support en pierre. Après avoir procédé aux installations, demandez à 4 classes D de se mettre chacune dans un cercle et d'attendre en évitant de sortir du cercle. Activez le catalyseur et attendre 5 minutes. Lorsque le catalyseur aura fini de charger, il se désactivera tout seul. Si une classe D meurt ou sort du sous-cercle pendant ces 5 minutes, l'opération sera un échec et il faudra tout recommencer. Je tiens à souligner que ce processus ne fait que vider l'énergie des classes D et ne provoque aucune séquelle. Il est cependant nécessaire de le faire sur les classes D en bonne santé. S'il est possible qu'elles tombent dans les pommes ou souffrent de migraine encore 5 heures après le processus. Dans le cas où elles seraient en bonne santé, les classes D seront seulement fatiguées à 2 doigts du sommeil. Bien, maintenant on va passer à la liste des catalyseurs. Donc nous avons le basic catalyseur. Le basic catalyseur, on en a trouvé 11. Et non, je me suis trompé. On a trouvé autant de basic catalyseurs parce qu'on peut tout simplement les créer nous-mêmes. On a trouvé le moyen de pouvoir créer des basic catalyseurs. Mais après, comme vous pouvez le voir, non, vous ne pouvez pas voir, dans un podcast audio. Mais bon, vous le verrez de toute façon, si jamais vous voulez devenir scientifique, vous le verrez. Pourquoi on peut créer nos propres basic catalyseurs. Ensuite, on a un init catalyseur. Donc l'init catalyseur permet de créer et d'envoyer des boules de feu.
Donc c'est pour ça que l'Innis catalyseur, c'est moi qui le garde sous clé et personne n'y touche. Et il permet de produire aussi l'effet de l'Inisso. Donc l'Inisso, je vous le présenterai plus tard. Et pour ceux qui veulent le voir, eh ben, je vous invite du coup à regarder la présentation du document et non pas le podcast. Ensuite, nous avons 3 aquas. Donc les aquacatalyseurs se permettent de produire et jeter de l'eau. Donc ça encore ça va, à la limite tu peux en passer un en scientifique, c'est pas grave, on verra de l'eau et c'est tout. Il permet aussi de produire l'effet de l'aquaso. Par contre l'aquaso, c'est sous ma supervision. Parce que l'aquaso, c'est un tsunami, donc forcément c'est un peu dangereux. Ensuite, nous avons le terracatalyseur. Le terracatalyseur permet de créer un bouclier. Et il fait plusieurs couches de terre cuite. Donc ça encore, je peux le passer aussi au scientifique. Mais juste, si vous utilisez le terrasso dans le seul but de bloquer l'accès à un endroit, vous ne pourrez plus avoir le terrasso. Et ça ne sert à rien d'essayer de vous enfermer quelque part. Je peux ouvrir des portails, je vous rappelle. Et je peux passer à travers la réalité si j'en ai envie. Donc ça ne sert à rien d'essayer de m'empêcher de rentrer quelque part. Ensuite, nous avons le Ventus. Le Ventus catalyseur permet tout simplement de créer du vent pouvant aller jusqu'à 60 km/h, ce qui font même assez fort. Donc si vous voulez vous sécher les cheveux, c'est parfait. Il permet aussi de produire l'effet du Ventusso. Donc celui-là, il est prohibé, parce que le Ventusso, c'est une tornade. Mais bon, je compte le donner seulement à une personne, parce que du coup, j'en ai qu'un, de toute façon, de Ventusso. Et cette personne-là en fera bon usage. Nous avons 2 linéas catalyseurs. Donc linéa catalyseur permet de tirer des lianes qui s'accrochent à toute surface. Cela permet de se déplacer ou alors d'immobiliser une personne. Donc il permet aussi de produire l'effet du lianasso. Le lianasso est en quelque sorte un seau de scellement. Et du coup on en a 2 exemplaires et je pense que ça va être les premiers catalyseurs que je vais pouvoir offrir aux scientifiques. Parce que c'est celui qui est le moins dangereux. Ensuite, nous avons le Lux catalyseur. Donc, en gros, c'est une lampe de poche. Voilà, on se fait pas chier. Le Lux catalyseur, on en a qu'un seul. Et ouais. Et il permet de faire un faisceau lumineux allant jusqu'à 50 000 lumens. Ok. Alors, en fait, c'est pas une lampe de poche. C'est un putain de truc pour crever les yeux. Pardon. Il permet aussi de produire l'effet du Luxo. Rectification. Vous ne connaissez pas le Lux catalyseur, je me suis trompé, il devrait être classifié. Alors, nous avons le Tempesta, je ne vais pas en parler parce qu'ils sont classifiés, il y a le Tempus aussi qui est classifié. Ce sont 2 catalyseurs que vous n'avez pas à connaître en tant que scientifique. En tout cas, on en a 4. On en a 4 Tempestas, on a 4 Tempus. Et vous n'aurez jamais accès à ces catalyseurs simplement parce que même les O5 ne veulent pas utiliser ces catalyseurs, pour vous dire. Alors, nous avons maintenant la liste des sceaux. Donc les sceaux, c'est ce qui vous permet simplement d'utiliser la magie. Il y a aussi une autre manière de faire de la magie sans utiliser les sceaux. Mais pour ça, il faut devenir un thaumaturge confirmé. Quoi. Pour devenir un thaumaturge confirmé, c'est pas les types bleus. Alors, je suis désolé de vous dire ça, mais les types bleus, vous êtes obligé de faire des sceaux. Et c'est tant mieux, comme ça au moins ça limite. Alors, le cercle de transfert permet de transporter de l'énergie d'une personne sur le cercle vers le cercle ou un objet en attente. Même si on peut directement mettre la personne dans un cercle, il est à préciser que l'utilisation de ce cercle de transfert permet de doubler l'énergie absorbée. Elle doit être positionnée à un maximum 5 mètres du cercle ou l'objet qui a besoin d'énergie. Parce que le transfert, si jamais tu veux faire un transfert mais que tu te mets à l'autre bout du monde, tu te doutes qu'il y a très peu d'énergie qui va réussir à arriver jusqu'au bout. Alors, le cercle de transfert, quel catalyseur peut l'activer? C'est simple, tu peux le faire avec tous les catalyseurs, tu peux même le faire sans catalyseur. C'est l'un des seuls sauts que tu peux faire tranquille. Genre celui-là, il est littéralement autorisé par tout le monde. Alors ici, il y a une faute, catalyseur, voilà. Alors, nous avons ensuite le cercle thaumaturgique de niveau 1, qui peut être aussi activé par tout le catalyseur.
Le cercle est le plus bas des cercles thaumaturgiques. Il permet de réaliser de la magie. Pas trop lourde souvent, utilisée pour éviter de produire des effets trop puissants à la réalisation souhaitée. Genre par exemple, si j'ai envie de tuer quelqu'un mais que j'ai pas envie de tout casser, je fais un cercle thaumaturgique de niveau 1. C'est en quelque sorte un moyen de limiter la magie. Ensuite, nous avons le cercle thaumaturgique de niveau 2, qui peut être activé par tous les catalyseurs. Le cercle de niveau 2, est accrédité 3. Donc bien sûr, si vous voulez rejoindre ma spé, il va falloir être accrédité niveau 3, c'est-à-dire minimum chercheur spé. Il permet la réalisation de magie à un niveau élevé et peut être utilisé pour toucher au temps d'une entité ou objet. Assez puissant pour pouvoir changer la réalité. Attention, on ne parle pas de changement de temps ou de changement d'ouverture de portail ou quoi que ce soit. On parle juste de création de climat. On parle juste d'accélération de temps. On peut pas remonter, mais on peut accélérer. Et voilà ce que permet en gros le set de niveau 2. Ensuite, ce sont des sauts que je ne peux pas vous parler dans la présentation, parce que ce sont des sauts classifiés. Donc ce que je vous invite, c'est d'aller dans la version, pas podcast de la vidéo du coup, mais dans la version vidéo ludique, où je vous présente tout simplement le document. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vais quand même descendre tout en bas, voir s'il n'y a pas un dernier truc que je peux vous présenter en audio. Les listes d'objets, ça je peux vous le dire. Alors, nous avons le casque colliculus. Le casque colliculus permet de savoir de quel type vous êtes. Par exemple, bleu ou vert. Pour obtenir ce casque, il vous faut envoyer un analyseur magnétique de résonance dans la fontaine de jouvence. Nous avons le compteur de Kant, qui est un appareil de mesure permettant de mesurer le taux d'hume. Le taux d'hume, c'est en quelque sorte l'ève du coup qui est dans l'air. Pour l'obtenir, il faut envoyer n'importe quel appareil de mesure dans la fontaine de jouvence. Les lunettes Specta Omni permettent de percevoir la magie. Elle vous permet de voir les choses invisibles. Pour obtenir ces lunettes, il vous faut jeter des lunettes infrarouges dans la fontaine de jouvence. Nous avons maintenant l'almanax. L'almanax vous permet d'activer n'importe quel cercle ou saut. Il suffit de vous rendre à la page du cercle ou du saut en question. Et pour l'obtenir, il vous faut lancer une encyclopédie ou dictionnaire dans la fontaine de jouvence. À savoir du coup que la fontaine de jouvence est une création de ma part. C'est-à-dire que j'ai tout simplement fait un cercle de niveau 3, j'ai modifié la réalité, j'ai pris une fontaine et je l'ai rendue magique. Maintenant, tout objet que tu jettes dans la fontaine devient magique. Sauf les êtres vivants, bien sûr, on n'est pas bizarre non plus. Et c'est la fin de ce document. Oui, c'est la fin de ce document. Je n'ai plus rien à vous dire à vos petits documents. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à mettre un pouce bleu ou alors de simplement dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à plus.
Bienvenue dans cette vidéo qui aura pour but du coup de vous parler du document concernant la DCR. Donc qu'est-ce que c'est la DCR? C'est la division des connaissances des réalités. C'est en quelque sorte une sous-spécialisation de la CDT. C'est celle qui est souvent comparée à la SAO qui a été créée par Akuma. Mais ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, je vous préviens, ne me parlez pas de SAO, parce que moi, ça a tendance à m'énerver. Alors, c'est parti. Je vais d'abord vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui m'ennuie. Non, c'est bon, je peux y aller. Alors, attention, les bases de données de la Fondation est classifiée. L'accès au personnel non autorisé est strictement interdit. Les auteurs seront traqués, localisés et emprisonnés. Alors, le département de la division des connaissances des réalités. Donc, département DCR. Voici le sommaire. Présentation de la DCR. Description de la division, théorie sur les zooms, l'intensité de réalité d'un objet, nature des zooms et fonctionnement du compteur de Kant et des ARS, les zooms, le compteur de Kant et zoom, et l'ARS. ARS qui veut dire encre à réalité cranton. Classification des types d'entités en lien avec la manipulation de la réalité. Donc nous avons les types verts qui sont manipulateurs de réalité, ainsi que les types noirs qui eux sont classifiés. Nous avons aussi les séquences, les éliminations et le type rouge. Nouveau type du coup que je vous introduis aujourd'hui, ce sont les types rouges, de type régénérateur. Explication approfondie sur les zooms, mise en pratique de la DCR et exemples d'application et procédure de verrouillage. Parce que quand on fout la merde, la DCR a créé une procédure pour tout simplement annuler ce qu'elle a fait. On appelle ça donc la procédure de verrouillage, ou alors Euronymous. Euronymous, non, je sais pas qui l'a écrit comme ça, c'est Euronymous, c'est simple. Si jamais c'est la merde, Euronymous. Alors, on y va. Chers candidats à notre examen, nous vous conseillons vivement de prendre des notes. Tout ce qui est écrit ci-dessous fait l'objet de questions pendant l'examen. Présentation de la DCR. Description de la division. La DCR a comme objectif de mieux comprendre les anomalies, phénomènes, bâtiments capables de modifier, créer la réalité pour trouver le confinement viable et permanent. Par exemple, il y a plein de SCP sur le site 27 qui sont tout simplement d'autres dimensions. Je ne vais pas tous les citer parce que j'en aurai pour des heures, mais je vais donner comme simple exemple 1346 et je vais rester que sur celui-là. Alors, devise, analyser, comprendre et agir. Analyse. Il faut d'abord analyser le ou les plusieurs plieurs de réalité. Pour comprendre, il faut ce qui se passe et comment effectuer les protocoles nécessaires. Comprendre. Une fois l'analyse faite, nous savons de quel type de plieur de réalité s'agit-il, pour savoir s'il est vert, noir ou rouge. Et de ses pouvoirs, comme les former, sa formation du niveau. Ensuite, agir. Dans un but de protection pour la sécurité de l'humanité, nous sommes parfois amenés à confiner, voire détruire l'entité en question. Quand je parle de ça, je parle en connaissance de cause. J'en ai déjà éliminé 3 des SCP. Ils ont du coup été reclassifiés dans neutralisés. Le matériel mis à disposition de la DCR utilise quotidiennement pour combattre des entités ou faire des recherches sont les suivantes. Matériel informatique, différents objets pour les rituels protocoles, compteur de Kant, compteur capable de mesurer l'intensité de la réalité d'une zone ou d'une personne, c'est-à-dire le nombre d'humes qu'elle ou lève ou sa radiation d'aspect si vous préférez. En gros, ce que la personne produit. Le protocole verrouillage Euronymous ainsi que l'initiative de réponse automatisée RIND. Alors, la théorie sur les zooms. Principalement, la théorie sur les zooms traite des interactions existant entre le niveau de réalité, les altérations de cette dernière et les êtres et substances existant au sein de plans réels.
nous étant encore inaccessibles, notamment le libre arbitre, sujet encore très mystérieux pour la recherche actuelle. L'intensité de réalité d'un objet. Il existe quelques notions essentielles à savoir pour bien comprendre la théorie sur les humes, et les explications par la suite. Les humes, unités de mesure ou l'intensité de réalité sur le premier plan de l'existence. On a encre de réalité de Scranton, donc ARS, qui est artefact menant dans les dimensions de poche, et les humes de référence servant d'étalon pour calculer le niveau de réalité d'un objet quelconque. Par exemple, si tu prends un almanach et que tu utilises l'ARS dessus, et ben il va te dire simplement que c'est un objet magique. Parce que c'est un objet magique en soi. Il a trempé dans la fontaine de jouvence. Ensuite, le compteur de Kant, outil de mesure du niveau utilisant comme référence l'encre de la réalité de Scranton. Donc c'est-à-dire que ça utilise les humes, noté HM, et ça utilise aussi l'EV, noté EVE. Et tout ça ensemble, ça forme la radiation d'aspect. Est-ce que vous suivez? Ensuite, de là, des spéculations sur la nature des humes et sur le fonctionnement des compteurs de Kant et des ARS sont des sujets débat. Mais la plupart des scientifiques travaillent sur le sujet s'accordent à dire que pour le moment, ces spéculations semblent les plus aptes pour expliquer les différents phénomènes. Pour expliquer ce que signifie l'intensité de réalité que mesurent les humes, il faut partir d'un principe. Le taux d'hume peut être vu comme une quantité de réalité d'un objet. Par objet, on entend ici un sens large, comprenant des endroits, les situations, les entités et tout autre composant du monde physique. Par exemple, il y a un avion qui a survolé la planète et qui a rendu le monde coloré. Voilà. Je suis désolé de vous apprendre ça, mais avant, la vie, elle était noir et blanc, et c'était vachement mieux. En d'autres termes, la réalité est quantifiable. Certaines choses sont plus réelles et certaines choses sont plus réelles que d'autres. Cela s'explique par le fait que selon le niveau d'une entité, la réalité sera plus ou moins modifiée. Par exemple, si une entité possédant un niveau fort va lui permettre de manipuler une réalité plus facilement, et de façon réciproque, une entité avec un niveau faible n'aura pas d'influence sur la réalité autour d'elle. Elle ne pourra pas grandement la modifier. La réalité subit des modifications constantes dans sa structure globale, des modifications altérant continuellement les phénomènes engendrés par divers facteurs entraînant un déséquilibre de consistance de réalité. Je vais maintenant me muter et laisser la musique parce que, bien sûr, on me fait chier. Alors, je suis de retour, amis scientifiques. Malheureusement, dans la fondation, vous vous en doutez, on est constamment gêné par ce qui se passe autour de nous. Là encore, nous ne sommes pas sur un déconfinement, heureusement. Autrement dit, notre réalité est un bloc d'argile. Plus il est modifié, plus il devient malléable. Les humes peuvent donc être considérés de façon équivalente comme le degré de modification qu'a subi un certain objet. Donc, les objets peuvent prendre de l'intensité de réalité suite à leur altération par des entités qui modifient le réel. Subsistent maintenant deux questions sur les objets qui sont plus réels que les autres. Deux hypothèses possibles et les plus probables. Hypothèse 1. La première hypothèse est de considérer les phénomènes d'intensité de réalité supérieure tels que les plieurs de réalité comme vecteurs de modificateurs de réalité sur le plan global, si bien que leur réalité propre n'est pas altérée et que la réalité de l'univers autour d'eux n'est pas décalée vers un niveau inférieur, de façon à ce qu'ils nous paraissent plus réels. Mais ce décalage de réalité est relatif. La plupart des objets plus réels sont des sources de
causalité. Ces dernières conservent l'état de réalité avant de modification qui s'opère. Et SCP-239 qui garde le souvenir de la personne qu'elle a fait disparaître du plan de l'existence, tandis que tous les autres individus ont subi une modification de leurs souvenirs et de leur vie passée avec la dite personne. Cette considération nous pousse ainsi à considérer que les encres de réalité de Scranton sont des valeurs flottantes et ne peuvent être considérées que comme des références arbitraires, permettant de comparer des niveaux de réalité à une échelle locale. On peut faire l'analogie avec la mesure de la vitesse d'un objet se basant sur un certain référentiel. Vous vous dites, comment ça se fait que j'ai pu dire SCP-239 et que je suis encore là en train de vous parler? C'est simple, je l'ai éliminé. Hypothèse 2. La seconde hypothèse est que l'augmentation de la réalité d'un objet s'opère par une modification inverse de la réalité induite, par un processus de rétroaction métacausale, diminuant la complexité de la temporalité des sources de modification de l'objet. On peut en effet supposer que tout objet dans l'univers a subi de multiples modifications mineures, ce qui pousse à considérer que toute chose dans l'univers a perdu de sa valeur de réalité. Cette hypothèse nous pousse à admettre un degré de réalité maximum dans l'échelle des humains. Alors, le compteur de Kant et Hume, sachant cela, nous allons nous intéresser aux profondeurs sur comment détecter les humes et le fonctionnement détaillé du compteur de Kant. Grâce au portail vers les univers de Bosch des encres de réalité, le compteur de Kant compare l'état des objets et des phénomènes qu'il analyse. La signature de la réalité modifiée peut être détectée via l'observation des matrices de détermination présentes dans tous les objets, toute structure ou toute situation ou monde physique. Une matrice de détermination est l'ensemble des caractéristiques qui définissent l'état de l'essence d'une chose. Par exemple, une pioche en bois, c'est une pioche en bois. Il n'y a pas à chercher plus loin, c'est du bois. Ensuite, dans son existence propre, ces caractéristiques sont retranscriptibles sous la forme de valeurs numériques, en comparant la cohérence des séquences numériques à l'intérieur d'un objet donné ou entre différents objets. On observe soit des paradoxes par rapport à la structure essentielle comme phénomène de réalité dans le cas des comparaisons intrinsèques, auto-exclusion logique par exemple, soit des paradoxes dans la définition de l'objet lui-même dans le cas des comparaisons intrinsèques. En comparant les états de la matrice de détermination de l'objet mesuré avec ceux des encres de Scranton, il est possible de calculer le niveau d'hume et des objets et des événements, à savoir qu'il est impossible de déterminer un niveau de réalité plus absolu que les autres par la méthode actuelle. Parce que actuellement, la méthode du compteur du Kant, c'est littéralement la meilleure. On n'a pas trouvé mieux et on cherche à faire mieux. Car il est impossible de déterminer si les principes de réalité ne sont pas intrinsèquement contradictoires. On l'a déjà vu en physique quantique, tout se contredit, mais tout est valable, tout fonctionne. Avez-vous déjà vu le chat de Schrödinger? C'est la même chose. Ben, c'est pareil pour les humes. À la fois ça existe, à la fois ça n'existe pas. Et le seul moyen de voir que ça existe, c'est de l'observer. Autrement dit, on part avec des suppositions qui sont supposées être vraies et dont le niveau de réalité ici mesuré avec les humes sont approximatives, mais ne donnent pas de valeur absolue et constante. Cependant, ce que l'on remarque, c'est que plus la réalité est modifiée, plus le schéma de cohérence entre les différentes caractéristiques des objets a de chances d'être un générateur de contradictions, car il n'existe qu'un seul schéma qui soit cohérent parmi les milliards de possibilités de valeurs numériques des caractéristiques d'objets. Par exemple, vous demandez la machine à café. Comment fonctionne-t-elle? C'est simple. Vous voyez le petit robinet qui sert pour sortir le liquide? Et bien, grâce à tout simplement la création du membre 5, et ben, ce robinet-là ouvre directement une dimension remplie de ce qui est demandé. Par exemple, tu demandes du sang de 106, et ben, littéralement, il t'ouvrira la dimension de 106 et il récupérera le sang qui est dans la dimension de 106. Si jamais tu demandes de l'eau,
il va pas se faire chier, il va faire un portail directement au fond de l'océan et il va te donner de l'eau. Si tu veux de l'eau pas salée, il va tout simplement te donner de l'eau pas salée. Faut pas être con non plus. Bref, de façon plus concise, plus l'objet est modifié, plus sa matrice de détermination de chance d'être contradictoire sur de nombreux points dans la comparaison des fréquences générales, et ainsi, plus l'objet a de chances à ne pas suivre les règles de la logique, ce qui entraîne des paradoxes conceptuels. Les paradoxes conceptuels basés sur des objets réels peuvent être des indicateurs de modification des objets. On va parler de 914 une bonne fois. C'est simple. 914, il récupère ce que tu lui donnes, il le met dans sa dimension, et en échange, il t'envoie ce qu'il veut. Donc il peut t'envoyer autre chose, il peut t'envoyer quelqu'un, il peut tout faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre quelqu'un dans 914, parce qu'on n'est jamais sûr de s'il peut revenir ou pas. Ainsi, les compteurs de Kant fonctionnent grâce à deux principes. Le calcul des séquences de matrices, de détermination ou des événements qu'elles étudient, et l'étalonnage des valeurs grâce au portail vers les dimensions des poches de ARS. Je vais y arriver. Alors, ARS. Et je pense que là, on est à quoi? On est à la moitié du document. Je pense que je vais le faire en deux parties, parce que la DCR, c'est un domaine bien grand, bien vaste, et je peux pas malheureusement l'expliquer en une seule vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper là l'enregistrement, je vais vous laisser avec de la musique, je vais aller me nourrir, et je vous dis à tout à l'heure.
Bienvenue dans la partie 2. Je vais de ce pas mettre la musique et reprendre là où j'en étais. Alors, j'enlève la musique. Hop, on est à la 4. Enfin, si on n'était pas, c'est pas grave. Alors, la DCR. Donc, l'encre à réalité Scranton. Je vais baisser le son. Je vais pas baisser le son, c'est déjà bas. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien. Alors, le fonctionnement des ARS a une certaine manière d'opérer. En effet, les ARS sont capables de maintenir constant le niveau d'une réalité locale à 2 HM. Elles agissent sur la quantité de réalité ambiante selon une zone d'action restreinte. Elles nous permettent alors de conserver un niveau constant pour notre univers. Cependant, cette régulation a pour conséquence d'entraîner une modification globale des univers dont ils puisent leurs ressources et donc un affaiblissement généralisé de leur niveau de hum. Ce dernier fragilise la réalité de ces univers et engendre de multiples conséquences néfastes telles qu'une augmentation des instances anormales, un essor des zones temporelles sont linéaires, des anomalies chronologiques sont encore des ruptures de réalité localisées spontanées. Connaissant cela, la notion de niveau de l'hume peut être aussi reliée à la densité de la réalité. Autrement dit, plus la réalité subit de modifications, plus elle perd en cohérence. Et plus elle s'isole de l'existence, et donc plus sa structure existentielle de la réalité s'affaiblit. La notion de force est une réalité est également possible, puisque plus le niveau en hum d'une entité par exemple est élevé, plus elle devient instable. Autrement dit, elle pourra facilement imposer sa réalité et elle sans s'isoler. Je vais redire, autrement dit, elle pourra facilement imposer sa réalité à elle sans s'isoler pour autant puisqu'elle ne perdrait pas en cohérence. La dernière chose dont nous pouvons discuter est de savoir comment certains phénomènes peuvent engendrer des modifications du réel. Et en résumé, car le département thaumaturgie s'en occupe énormément, tout vient de la substance arbitrifière, c'est-à-dire libre arbitre, et une force extérieure au monde physique qui permet aux individus qui en possèdent de l'altérer et donc d'altérer la réalité. Plus le niveau d'hum d'une personne est élevé, plus son libre arbitre est puissant. En théorie, parle de la réalité absolue, mais elle ne sera pas abordée étant donné que ce n'est pas basé sur aucun fait concret. Cependant, on peut ainsi retenir que la substance arbitrifière faisant partie du monde de l'âme, les détails de ces mécanismes sont des essences intelligibles par des êtres du monde physique. Ce libre arbitre suprême agirait donc sur la réalité comme toute autre forme de libre arbitre altérateur. C'est pourquoi les sujets possédant un niveau de hum anormalement bas
perdent leur faculté d'agir sur leur monde. Leur libre arbitre est réprimé par le libre arbitre de la réalité, qui les conditionne à une certaine fatalité. Le libre arbitre est, en plus d'être une source d'action, est également une source de résistance au conditionnement et aux altérations, de sorte que plus une réalité est faible, moins son libre arbitre est puissant, et plus elle est facile à modifier. Par exemple, la Terre n'a pas de libre arbitre. C'est le zoo. C'est pour ça que la Fondation SCP a été inventée. Parce que le Conseil O5, ils ne pouvaient pas tout faire. Ils ont créé quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû créer. Ils ont ouvert une porte à quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû ouvrir. Synthèse du séminaire du Dr Clay sur les plieurs de réalité. Le Dr Clay est un membre de la Fondation SCP ayant les capacités qui sortent du cadre du commun. Cependant, ses travaux et ses recherches ont démontré énormément de phénomènes. Ici, nous allons parler d'un de ces séminaires qui traite de la question de comment survivre à une attaque de plieurs de réalité. Principalement, ici, via une expérience en droguant les sujets ayant assisté à son séminaire. Et grâce à quelques effets spéciaux, Dr Clay a réussi à démontrer les effets qu'il pouvait avoir de plieurs de réalité, entité de type vert, sur un humain. Ce que l'on peut en retenir, c'est que la réalité autour de nous, telle que l'on perçoit, est totalement modifiée. Et le plieur de réalité, nous nous plions et adaptons à la réalité du plieur, même si celle-ci ne convient pas et nous met en danger de mort. En gros, si j'ai envie que le monde devienne les enfers, je peux le faire. Mais pourquoi je le ferai? Moi, j'ai envie que le monde y vive. Parce qu'en plus, des mondes comme le nôtre, il n'y en a pas 120. Ensuite, ainsi, les plieurs de réalité, en usant de leur perception et de leur volonté, peuvent modifier la réalité comme ils l'entendent sur des sujets. Dans ce cas précis, rien ne peut être fait réellement. Le sujet est condamné et est sous l'emprise du plieur de réalité. En conclusion, le Dr Clay nous démontre la dangerosité et la nécessité d'éliminer les plieurs de réalité. Car un plieur de réalité instable peut causer énormément de dégâts. Nous verrons par la suite comment éliminer ce plieur de réalité et les différents stades que celui-ci traverse, car après tout, les plieurs de réalité sont généralement des humanoïdes. Et aussi, dans une explication approfondie sur les zooms, nous traiterons de la question sur les plieurs de réalité. Voici maintenant les classifications de types d'entités en lien avec la manipulation de la réalité. Il existe des entités SCP ou autres événements qui possèdent des classifications bien spécifiques. Ici, nous allons en voir quelques-unes. Et vous rencontrerez très certainement dans votre carrière, que ce soit lors de l'analyse ou de l'élimination, la division thaumaturgie en couvre plusieurs, mais ne se spécialise pas pour autant précisément dans la manipulation de réalité et les humains. Ils possèdent des méthodes bien à eux qui leur sont spécifiques. Le type vert, manipulateur de réalité, c'est le type d'entité que vous rencontrez le plus souvent, du moins, elle est la plus susceptible d'apparaître. Pour cela, des protocoles ont été mis en place et sont très importants à connaître. Il y a certains mythes autour des manipulateurs de réalité de type vert parmi les agents de la CMO. Certains pensent même qu'il est impossible d'éliminer un type vert et que tenter de le faire relève du suicide. Le tableau de chasse de notre organisation prouve le contraire. Le succès d'une évaluation d'entités de type vert repose sur l'exploitation de ces rares faiblesses. Dans 95% des cas, les verts ne prédisent pas le futur et ne peuvent pas être pris par surprise. Les verts ont une portée limitée et ne peuvent pas agir sur ce qu'ils ne perçoivent pas. Les verts ne peuvent pas imposer leur volonté à quoi que ce soit s'ils n'ont pas la volonté de l'imposer. Les verts ont des penchants humains et peuvent être manipulés, que ce soit émotionnellement ou rationnellement. C'est pour ça que je ne suis plus de type vert et que je suis passé en type noir.
parce que j'ai grandi. 99% des entités de type vert suivent la séquence d'évolution psychologique suivante, avec la progression de leur capacité. Phase 1, le déni. Le sujet refuse de reconnaître sa faculté de déformer la réalité. Les types verts vont tenter de rationaliser leur aptitude de diverses manières. Parfois, un type vert s'arrête là. Il étouffe lui-même ses capacités, il n'évolue plus. Toutefois, la plupart poursuivent vers la phase 2, expérimentation. Le sujet reconnaît ses facultés et commence à chercher ses limites. En général, les entités de type vert expérimentent selon l'un des deux schémas suivants. Lentement, méthodiquement et prudemment. Avancent petit à petit ou alors en effectuant un petit nombre de bons soudains. Quel que l'en soit, le sujet restera dans cette phase pendant un certain temps et avant de poursuivre vers la phase 3, stabilité. Le sujet atteint les limites de ses pouvoirs et différencie ce qui est à sa portée de ce qui ne l'est pas. Le type vert réussit à contrôler ces changements de réalité et peut les manipuler selon la nécessité. Plus important, le sujet peut choisir de ne pas utiliser ses capacités si besoin. La phase 3 est habituellement caractérisée par un désir de vivre une vie normale. Les sujets s'inscrivent dans des routines classiques et en dehors de précautions nécessaires pour garder le contrôle. N'usent de ces aptitudes qu'en privé, et d'une manière qui ne nuira pas aux autres. Ces entités peuvent être classées en menaces de niveau 1, observées, ne pas engagées, mais doivent être surveillées attentivement à cause du risque d'évolution vers la phase 4. L'enfant Dieu. Malheureusement, la majorité des entités de type vert finit par atteindre la phase 4. Au cours de cette phase, le manipulateur de réalité devient obnubilé par son pouvoir. Il va tenter de l'utiliser pour son propre compte, au détriment d'autrui. Cette phase est caractérisée par une empathie réduite à l'égard des autres humains, une inaptitude à reconnaître ses propres erreurs et une mégalomanie accrue. Bien que les signes avant-courseurs soient nombreux, le principal indicateur d'une phase 4 est l'usage des pouvoirs pour manipuler d'autres humains. Les adolescents et les jeunes adultes vont couramment utiliser leurs capacités afin d'assouvir leurs désirs sexuels, tandis que les enfants tenteront de changer les inconnus en amis. Les adultes plus âgés peuvent tenter de manipuler les autres par amour ou par gain financier, bien que dans certains cas, l'entité soit retournée en phase 3,99% des sujets restent en phase 4 jusqu'à leur réélimination. Pour cette raison, les entités de type verte en phase 4 doivent être considérées comme une menace de niveau 5. Menace immédiate et éliminée sur le champ. Elle représente un danger pour la totalité de la quintuple mission. Élimination. Toute tentative d'élimination d'une entité de type vert doit tenir compte des 3 facteurs pour un passage rapide au combat rapproché. Vitesse. Les entités de type vert peuvent réagir rapidement face à une menace. Afin de garantir une liquidation réussie, la durée séparant le début des hostilités de l'élimination du sujet ne doit pas excéder 1 seconde, et il s'agit du temps de réaction moyen d'un être humain face à un événement ou une menace attendue. Surprise. Les entités de type vert sont capables de s'adapter rapidement à la menace identifiée. Il est recommandé d'avoir recours à une diversion. Une menace ouverte peut être présentée afin d'attirer l'attention du sujet, pendant que la véritable élimination est effectuée depuis une direction inattendue. Violence. La méthode choisie pour éliminer une entité de type vert doit assurer sa neutralisation au premier coup. Les fusils de précision devraient tirer des cartouches à gros calibre, de préférence la pointe creuse pour une expansion maximale, ou perforante, selon la situation. Les armes à feu sont évidemment un choix secondaire. Les explosifs sont recommandés, mais pas toujours utilisés. En raison du risque de dégâts collatéraux, si des armes à feu devaient être utilisées, plusieurs tireurs devraient être présents et tenter de tirer sur la tête si possible, dans le centre du torse sinon. Un exemple d'application détaillée, vous pouvez consulter ici un extrait du guide pratique 13 de la division physique, circonstances spéciales, entités dangereuses, humanoïdes, Fondation SCP. Je vais cliquer sur ce lien.
Je ne vais pas cliquer sur ce lien parce que ce sont les sources officielles. Du coup, je vais aller les voir plus tard, les sources officielles. Le type rouge, le seul qu'on n'a pas encore parlé encore. Le type rouge est un régénérateur. Pour les entités de type rouge, qui sont rares à identifier en moyenne, le département thaumaturgie s'en occupe généralement. Mais il se peut que dans certaines situations, la coopération des deux départements soit nécessaire, d'où la nécessité de connaître le type rouge. Un régénérateur type rouge désigne de manière générale un individu qui possède la capacité de reconstituer les tissus de ses membres endommagés. Contrairement à une croyance populaire, le type rouge n'est pas indestructible. Il existe de nombreuses méthodes de neutraliser une capacité régénérative d'un type rouge. Je vais donner l'exemple le plus commun. SCP-682 est un SCP de type rouge. Et pour l'éliminer, malgré ses capacités, dans certains cas, un usage incontrôlé de ses capacités conduirait l'entité de type rouge à s'éliminer elle-même. Toutefois, dans la plupart des cas, requiert l'intervention d'un agent. Il existe alors 4 formes: régénération imparfaite, limitée, complète et expansive. Mais nous n'allons pas les traiter ici. Sachez tout de même que le classement par la forme est la plus facile à éliminer sans danger et la plus complexe. Les techniques pour capturer le type rouge sont nombreuses, dont l'incinération, submersion, corrosion et l'érosion. Et dans le cas extrême, toutes les techniques doivent être utilisées rapidement. Il existe une dernière catégorie, ce sont les types gris. Cependant, ces types gris ne concernent pas notre département. Vous ne serez pas appelé sur le terrain pour traiter le genre d'entité. Mais avoir la connaissance de ces types peut toujours être bénéfique. Maintenant, je vais tout simplement vous faire une explication approfondie sur les humes. Mais avant ça, pas de musique. Bon, je ne vais pas faire 3 parties non plus sur la DCR, parce que la DCR, ce n'est qu'un document, et moi je dois faire un cours sur la CDT. La DCR mérite à elle-même une énorme vidéo, je ne vais pas non plus faire que en parler. Donc je vais tout simplement finir sur l'approfondissement des humes, la mise en pratique, les procédures de verrouillage, comme Hieronymus qu'on a vu avant, ainsi que l'initiative de réponse automatisée RIMD, qui nous permet du coup d'agir quand une menace de type noir ou de type vert est arrivée sur site. Pour les types rouges, c'est justement quelqu'un de type vert ou de type noir qu'on aura besoin. De 1, pour empêcher sa capacité régénératrice. De 2, pour l'éliminer tout simplement. SCP-682, je l'ai éliminé dans 15 réalités. Dans 15 réalités, je suis allé voir 682, je l'ai éliminé. Le problème, c'est que les multivers, ça ne marche pas. J'ai beau essayer d'éliminer 682 un nombre incalculable de fois, il existera toujours
et je n'ai toujours pas trouvé un seul moyen de pouvoir réussir à éliminer quelque chose dans la totalité des dimensions existantes. Et si un jour j'arrive à trouver ça, vous pouvez être sûr que les SCP n'existeront plus dans n'importe quel monde. Bref, explication approfondie sur les humains. Dans le but d'avoir une meilleure compréhension sur la théorie sur les humains, des questions ont été posées pour éclaircir certains points qui pouvaient être très ambigus. Ainsi, les questions suivantes sont généralement posées ou très pertinentes et intéressantes. Nous allons donc y répondre. Les réponses dépendent bien sûr de la personne, mais tous les scientifiques ayant de l'expérience en la matière vous diront approximativement la même chose. Qu'est-ce qu'un hume? Un hume est une unité de mesure qui permet de déterminer l'intensité et ou la quantité de réalité dans une zone donnée. Pour mieux visualiser comment la réalité se mesure, nous pouvons prendre exemple en imaginant que chaque chose dans l'univers est découverte d'une fine couche de sable. Ceci correspond au niveau de base de réalité d'un hume. Ainsi, lorsqu'on retire du sable, le niveau de réalité a baissé, alors que lorsque nous en rajoutons du sable, il y a plus de réalité. En parlant de ce constat, les humes permettent de mesurer la quantité de sable présente dans une zone. Par exemple, si tu vas au Sahara pour calculer le taux d'hume, tu verras qu'il n'y a rien. Contrairement à du sable, les humes, c'est de la magie, c'est pas rien. Alors, comment définir l'hume? Comment sont-ils mis en relation avec quoi? En utilisant les ARS pour créer deux dimensions de poche pour maintenir leur niveau de hume à des niveaux arbitrairement hauts et bas, nous obtenons un hume de référence désigné 100 et 0. Ainsi, nous pouvons avoir une idée de si un hume est élevé ou non, et de savoir de façon indirecte si par exemple une entité peut changer de réalité de façon brutale et puissante. Question 3. Comment les humes sont-ils mesurés? Grâce au compteur de Kant, nous pouvons mesurer l'hume. À quoi servent les humes? Comment elles peuvent m'aider? L'utilisation des humes sert principalement aux scientifiques étant spécialisés dans la DCR. Ainsi, l'utilisation des humes sont indispensables lorsque vous travaillez sur des plieurs de réalité et ou des SCP qui modifient la réalité. Elles permettent d'obtenir des données très précieuses. Ces données sont ensuite analysées et utilisées pour mettre en place un projet ou protocole pour une entité ou domaine par exemple. Question 5. À quoi ressemble une zone à haute ou faible concentration de hume? Une zone à faible concentration de hume est effectivement un endroit très étrange, sans la stabilité d'une réalité ordinaire. Les humains normaux peuvent altérer la zone selon leur bon vouloir, leur octroyant des capacités de plieur de réalité temporaire. Une zone de haute concentration de hume est également un endroit très étrange. Par exemple, 1346 est bien l'un des endroits où le taux de hume est le plus élevé au monde. Pourquoi? Parce que c'est littéralement là d'où viennent tous vos putains de SCP. Je vais pas m'expliquer encore des années sur de quoi, comment, quoi t'ai-je. Je vous ai déjà tout dit concernant mon expérience sur SCP-1123 et 1346. Maintenant, si vous vous posez encore des questions de comment et pourquoi, eh ben, je vous invite à aller revoir les vidéos. Moi, je ne vais pas me répéter en permanence. Question 6. Avons-nous des méthodes qui permettent de calculer des fluctuations d'hume sur une grande distance à l'échelle interplanétaire ou plus? Il existe bien sûr des spéculations ou des théories, comme la relativité générale. Nous émettons des hypothèses qui peuvent potentiellement être vraies, mais dont nous n'avons pas de preuves concrètes. À l'heure actuelle, nous n'avons pas pu mesurer le niveau de concentration en hume qu'à une échelle locale. Autrement dit, il est bien possible en théorie de calculer les fluctuations de hume sur une grande distance, mais cela n'a pas encore été démontré de façon rigoureuse. Par exemple, il est possible que sur Terre, il y ait des humes. On n'en a pas trouvé en tout cas. Mais dans la Fondation SCP, dans l'univers où la Fondation SCP existe,
on peut être sûr que l'hume existe parce qu'il y en a de partout. Question 7. Est-ce que les dangers cognitifs, sensitifs ou mémétiques ont déjà été associés à des altérations de niveau de hume? En clair, c'est une question sur les effets respectifs de ces agents, ou sur leurs esprits humains et la chimie du cerveau. Pas sur les faits anormaux divers que les individus affectés pourraient manifester après y avoir été exposés. Donc, est-ce qu'une simple information de sa connaissance peut changer le niveau d'hume? Réponse, non. Aucun des effets que vous avez mentionnés ne sont liés aux concentrations du hume. Il semble que ces effets n'affectent pas la réalité locale, mais ne provoquent des changements que dans le processus de pensée et le cerveau de la personne affectée. Cependant, les effets anormaux provoqués après des expositions peuvent causer de multiples effets sur la concentration de hume. Consultez SCP-1425 pour plus d'informations. Quand je vous dis que je suis Laura Curate, je suis Laura Curate. J'ai littéralement cité la moitié des SCP dans mon putain de doc pour vous prouver que je dis pas de la merde et que c'est littéralement lié au SCP. Je vais de ce pas continuer. D'abord, je vais répondre. Alors, question 8. Il a été mentionné que les ARS fonctionnaient en siphonnant la réalité. D'autres univers fautes. Est-ce qu'il y a des effets négatifs ou autres qui sont inconnus ou qui pourraient être causés par les ARS en dehors de leur effet premier? Oh, c'est quoi ce gros pavé? J'en peux plus. Moi, je n'aime pas les pavés. Je sais pas pour vous, mais moi, je préfère les vidéos. C'est pour ça que j'en fais. Mise en pratique de la DCR et exemple d'application. Chaque expérience et observation ne se ressemble pas dans la DCR, puisque chaque chose qui se passe est généralement unique. Mais ces événements suivent des codes et des protocoles logiques expliqués sans trop partir en profondeur dans plusieurs exemples. Nous allons à un exemple précis. Prenons l'exemple d'un plieur de réalité de type vert. Vous avez été prévenu au préalable des informations dessus. En tant que spécialiste, vous devez de faire des recherches dessus et identifier son niveau d'hume et son intensité. Pourquoi je me fais chier à vous lire tous ces documents? Vous pouvez pas juste aller les lire vous-même? Pourquoi vous passez votre temps à me demander c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous pouvez pas juste vous cultiver et arrêter de me poser 20 000 questions? On va quand même parler d'Euronymous. Alors, verrouillage d'Euronymous. Euronymous est un démon fantomatique de l'outre-monde qui festoie des chairs de mort, ne laissant que des os. C'est simple. Si t'as un problème, t'appelles Euronymous. Qu'est-ce qu'il fait Euronymous? Il prend ton SCP, il le détruit. Fin. Plus de SCP. La classe Phi est utilisée pour désigner un verrouillage indiquant une menace dimensionnelle, incluant les altérations spatiales et temporelles, des erreurs de continuité, des objets incorporels, des entités transdimensionnelles ou des objets capables de rompre les règles et processus fondamentaux naturels. Le verrouillage caractérisé par Phi est la plus haute priorité. Les FIM listés incluant la FIM Zeta 9, la FIM Lambda 5, la FIM MU13, les verrouillages de catégorie Phi sont généralement imprévisibles et demandent à la fois une planification et une connaissance avancée du terrain, en raison de l'irrégularité et l'irrationalité du temps. Les verrouillages Phi sont extrêmement vagues et il est conseillé aux FIM d'effectuer des préparations substantielles pour les assister. RIND. Initiative de réponse automatisée RIND. RIND pour initiative de réalité pour les entités à risque non dimensionnel. Contrôle les ancêtres, les encres de réalité. Influençant le niveau d'hume dans les sites contenant des objets transdimensionnels.
Ces encres de réalité combinent essentiellement des dimensions, enfermant les entités dimensionnelles dans les mêmes espaces dimensionnels que les gardes, que les FIM du site, limitant les effets des objets comme 106. C'est simple. Dans la réalité où je suis né, j'ai envie de proposer au Conseil O5 de créer une dimension où on enferme tous les putains de SCP, où c'est qu'on va foutre 1346, on fout tout là-bas, on ferme la porte et on l'ouvre plus jamais. C'est ça que je veux pour notre monde. Je veux qu'il n'y ait plus de SCP en vie. Sauf que le problème, c'est que la Fondation veut les SCP. Ils ont besoin des SCP pour faire des profits, pour contrôler le monde. Bref, Ran il a l'initiative de réponse automatisée Ran. Voilà, il n'y a pas plus simple. Voici les sources de la DCR. Pour plus d'informations, se référer à Théorie des Humes, Fondation SCP, Théorie sur les Humes. Une FAQ ou Qu'est-ce que c'est que ces maudits Humes, Fondation SCP, un approfondissement sur les Humes. Un FAQ partie 2 ou la réponse sur toutes vos questions sur les Humes. Fondation SCP, la suite de l'approfondissement sur les Humes. Extrait du guide pratique 13 de la division physique, circonstances spéciales, entités dangereuses, humanoïdes, Fondation SCP. Explication des différents plieurs de réalité. Transcription du séminaire de Dr Clay, le plieur de réalité, et vous comment survivre alors de l'existence n'y survit pas. Fondation SCP. Séminaire du Dr Clay sur les plieurs de réalité. Procédure de verrouillage. Fondation SCP. Procédure de verrouillage, on s'intéresse que celle qui concerne les menaces dimensionnelles. Nous sortons du cadre du site officiel, mais la discussion de la DCR, plus précisément sur les plieurs de réalité sur Reddit, est assez bien documentée pour la plupart. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil si vous n'avez vraiment rien de plus à consulter à propos de la DCR et ses plieurs de réalité. Maintenant, je vais le dire une dernière fois, le créateur de ces documents est Dr Zanguille. Ça n'a jamais été Chauvex. Chauvex est un putain de troller et Karl Hall est un putain de troller. C'est Zanguille qui a créé ces documents et c'est certes moi-même qui les a récupérés parce que Zanguille a fait sa retraite et qu'il a arrêté de travailler. C'est sur ça que se termine la deuxième partie de la présentation du document de la DCR. Je ne veux plus jamais avoir à entendre vos questions. Si vous avez des questions, vous allez revoir la vidéo. Je ne vais pas passer ma vie à rappeler en boucle les mêmes choses à tout le monde. J'en ai marre de me répéter. Vous êtes tous cons et vous allez tous finir morts. Voilà. Fin de transmission.